Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints dans ce superbe amphithéâtre du Parc Jourdan. Vous êtes tous et tous ici les bienvenus pour cette session et je salue également je ne vais pas dire téléspectatrices et téléspectateurs, mais les personnes, le public qui nous suit à distance, car c'est la possibilité désormais aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence de pouvoir suivre à distance les différentes sessions. Alors cette session 37, un sujet évidemment éminemment d'actualité, puisque nous allons parler de la géopolitique de la santé et du médicament. La géopolitique, on le sait, omniprésente dans tous les maillages de la société, bien sûr, politique, la société industrielle, dont celle du médicament à part entière. Enjeux politiques et économiques, certes, mais aussi quelle place, je dirais, pour l'homme, parce qu'il n'y a pas que l'économie, évidemment. La question de la santé est éminemment humaniste sur la planète entière. Donc on va voir comment on peut équilibrer tout cela au service de chacun. Comment également assurer l'égalité face au traitement des pandémies. Ce sont des sujets que nous allons voir en détail avec toujours le prisme économique du médicament. Alors je vous présente rapidement les intervenants. Philippe Trainard, qui est à l'autre bout de cette scène, membre du Cercle des économistes. Philippe, tu as piloté l'organisation de cette session. Je t'en remercie et je vais te donner la parole dans quelques minutes pour le propos introductif qui va nous permettre de camper le décor. Ensuite, Madame Yasmine Belkaïd, qui est directrice générale de l'Institut Pasteur. Madame, vous y dirigez notamment le laboratoire méta-organisme. Je ne cite pas toutes vos compétences. Tout est inscrit sur le programme. Les personnes qui souhaitent en savoir plus s'y référeront. À votre gauche, Étienne Tichit. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général France du groupe Novo Nordisk. Alors, faut-il le préciser, entreprise pharmaceutique danoise spécialisée, entre autres, dans les traitements contre le diabète, les traitements hormonaux, l'obésité. Alix Prader, merci madame d'être avec nous. Alors, vous êtes conseillère auprès du président du groupe April. April, faut-il le rappeler, c'est l'un des grands courtiers d'assurance aujourd'hui en France. Alors, vous investissez dans des sociétés innovantes, dans le secteur de la santé, évidemment. Vous êtes entrepreneuse, et là je parle sous votre contrôle depuis une trentaine d'années. Vous êtes passionnée par le secteur de la santé et de la tech, donc ça tombe très bien. Vous êtes la bienvenue sur ce plateau. Et puis Claire Magone, merci madame d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Médecins sans frontières, MSF. Après des études de communication et de sciences politiques, vous avez travaillé de nombreuses années dans des associations humanitaires, bien sûr. Certaines régions du monde n'ont plus de secret pour vous. Il y a l'Afrique, Gaza encore récemment. Et cela vous confère évidemment un rôle d'observatrice privilégiée de la situation. Philippe, quelques mots d'introduction et puis on entame le débat. Merci beaucoup Emmanuel. Alors si tu prends le micro, ce sera mieux. Je crois Merci. que ce sera mieux avec le micro. Merci beaucoup. Bien sûr, ce n'est pas devant un tel panel sans crainte que je prends la parole comme économiste. Mais je voudrais quand même peut-être quelques mots qui peuvent permettre de lancer à tout au moins le débat. Tout d'abord, un double constat, c'est que le Covid a fait ressortir la dépendance de la France, à titre d'exemple, et on pourrait plus largement parler de l'Europe, à plus de 80% des principes actifs pharmaceutiques produits en dehors de France et d'Europe, notamment d'Asie. Et cette situation n'est pas nouvelle, mais en revanche, elle se situe sur un trend, et un trend qui va dans une direction qui n'est pas favorable. Voilà le constat. Bien sûr, cette dépendance préoccupe. Elle préoccupe d'ailleurs pour des raisons fort différentes, avec des options politiques par derrière, vous pouvez bien l'imaginer. D'un côté, il y a ceux qui dénoncent les conséquences de la mondialisation. La mondialisation entraînerait une spécialisation, n'est-ce pas, en raison d'une concurrence déloyale basée sur des coûts sociaux insuffisants, et donc une disparition de l'industrie, notamment de l'industrie pharmaceutique et des activités pharmaceutiques. Je ne suis pas sûr que ça donne une image complète de la situation en France, mais disons que c'est une interprétation. L'autre interprétation, bien sûr plus libérale, va vous dire, bien au contraire, la mondialisation c'est parfait, chacun se spécialise dans ce en quoi il est compétent. Le seul malheur, c'est qu'actuellement, et c'est le thème de ces journées d'Aix, le monde est en train de se fragmenter, et donc demain, nous pourrions dépendre de pays qui pourraient être fermés, et nous pourrions plus accéder, n'est-ce pas, à leurs principes. Or, la France bénéficie non seulement d'une industrie pharmaceutique historique, d'abord, mais je vous rassure, monsieur, je ne veux pas dire par là que le reste de l'industrie européenne doit être négligé, bien au contraire, et nous devons avoir une perspective européenne.
d'un marché concurrentiel qui est au niveau français et au niveau européen, d'un terreau de recherche médicale extrêmement favorable, n'est-ce pas, qui repose, n'est-ce pas, sur des formations académiques et prestigieuses. En pratique, cependant, les choses sont bien moins solides et assurées qu'il n'y paraît au premier coup d'œil. Alors, tout d'abord, nous formons bien des chercheurs académiques d'excellence, mais ils auront de moins en moins tendance à rester en France et sont de plus en plus tentés par les sirènes des universités et des entreprises étrangères, notamment américaines. Ces universités et entreprises offrent, entre autres, à nos chercheurs non seulement des rémunérations très sensiblement plus élevées, mais aussi un biotope assez intéressant en termes à la fois d'investissement et de régulation. Alors, je crois qu'il faut souligner qu'il y a un aspect régulatoire. Je ne vais pas revenir dessus parce que ce n'est peut-être pas le plus difficile en soi à changer. Il y a des aspects économiques qui sont probablement plus difficiles à contourner car ils mettent en jeu non point quelques dysfonctionnements, mais un système plus solidement ancré. Car en apparence, nous avons bien un marché en France, mais dans la réalité, il n'est pas sûr que ce marché fonctionne parce que la plupart des mécanismes de marché ont été plus ou moins déconnectés dans le secteur pharmaceutique et de la recherche médicale par le système de protection que nous avons en place. Qu'on ne s'y prenne pas économiquement, il n'est pas question d'opposer, n'est-ce pas, d'un côté l'industrie pharmaceutique et la recherche médicale et de l'autre côté la protection sociale, mais en pratique cependant, les institutions mises en place n'ont pas permis une relation harmonieuse. Si on prend le point de départ, pour ceux qui sont plus âgés comme moi, j'ai connu un temps où nous avions un monopole, grosso modo, de la sécurité sociale, de l'autre côté des industries pharmaceutiques, qui étaient dans une relation relativement favorable avec une sécurité sociale qui était un payeur aveugle et donc qui assurait une rente assez sensible et très substantielle à l'industrie pharmaceutique. Mais avec la détérioration de la situation financière du système social français et les succès aussi qu'on voyait outre-Atlantique de ce qu'on appelait à l'époque les HMO, Health Maintenance Organizations, nous avons changé de biais et nous sommes aperçus que bien sûr le monopoleur était en mesure éventuellement aussi d'imposer ce qu'il désirait. Le seul problème, c'est que cet équilibre entre ces deux secteurs, d'un côté la pharmacie et aussi la recherche médicale, et de l'autre côté la sécurité sociale, ce n'est pas un équilibre naturel. Et en fait, l'économiste ne voit pas très bien où pourrait être le point d'équilibre. Et en fait, on passe d'un secteur où, au fond, il y a une rente excessive dans le secteur de la santé à un autre point d'équilibre où il n'y a plus rien du tout et qu'il est très difficile de s'arrêter au point d'équilibre. Et c'est un petit peu ce que l'on a vu en France, notamment, à titre d'exemple, avec le générique, n'est-ce pas, qui a été mis en place et avec la période de protection légale des brevets qui a été raccourcie. Alors, je peux le dire d'autant plus aisément, je ne fais pas une critique gratuite, là, puisque j'ai été, de fait, dans l'administration, lorsque j'étais fonctionnaire, l'initiateur de ce système et que je dois aussi savoir aujourd'hui le critiquer. Finalement, nous nous trouvons dans une situation quand même qui est très délicate, où la recherche pharmaceutique, c'est-à-dire chercheurs, investissement et production, a eu tendance à se délocaliser progressivement vers l'Asie et les États-Unis. Alors, je suis un peu caricatural, je le confesse, mais néanmoins, la France stagne aujourd'hui au 3e rang en Europe, n'est-ce pas? Et l'Europe elle-même ne représente que 15% des essais cliniques mondiaux, contre 25% les États-Unis. Et 60% pour l'Asie, accompagné d'un déclin continu des brevets déposés, d'une chute des dépenses de recherche académique, 30% en France de chute contre une hausse en Allemagne. C'est quand même des situations assez inquiétantes. Et d'une adoption de plus en plus tardive des nouvelles thérapies mondiales. 90% des entreprises pharmaceutiques dans le monde jugent la France peu attractive. Alors les pouvoirs publics ont lancé des plans, n'est-ce pas, France 2030 et l'Europe, Medicines for Europe. On va y revenir en détail, oui. Oui. On va y revenir. Et je ne suis pas sûr que tout cela soit à la hauteur des défis.
Et je pense que ce qu'il faut, notamment pour la France, c'est repenser l'équilibre entre la sécurité sociale, l'industrie pharmaceutique et la recherche. Il faut vraiment le repenser pour définir un point d'équilibre, n'est-ce pas, où la recherche soit suffisamment localisée en France, en Europe, pas exclusivement, il n'en est pas question, mais au moins beaucoup plus certainement, et inverser les tendances. Merci beaucoup pour ce propos introductif très complet qui nous permet de camper le décor. On va aborder tous ces sujets en détail. Alors, je me félicite particulièrement d'animer un plateau qui est à parité parfaite, ce qui est rare parfois sur ce genre de scène et de débat. Merci en tout cas d'être là. On va essayer de se ménager quelques petits temps à la fin, quelques minutes pour que vous puissiez poser des questions. Je ne vous promets pas que toute l'assistance pourra le faire, mais on va essayer de se ménager quelques minutes pour le faire. Alors, je vais vous donner à chacune et chacun 3 minutes de propos introductifs pour nous dire en gros, grosso modo, quel est l'angle sur lequel vous souhaitez insister par rapport à notre thématique. Et ensuite, on va débattre. Yasmine Belkaïd, donc directrice générale de l'Institut Pasteur, je me tourne tout d'abord vers vous. On va parler évidemment de la question pandémique qui représente aujourd'hui le risque systémique auquel nous faisons face en santé. Auparavant, j'aimerais bien avoir votre avis, en tout cas votre regard, sur les conditions de notre souveraineté sanitaire aujourd'hui. Parce que finalement, c'est l'un des gros sujets. On le voit et on va y revenir avec les États-Unis qui nous mettent une pression quand même assez importante. La directrice générale de l'Institut Pasteur et la souveraineté sanitaire, quel est son regard ? Eh bien, d'abord, je pense que vous n'exagérez pas du tout, déjà. Je pense que la situation est exactement celle-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans un moment dans lequel les thérapies innovantes s'accélèrent. Donc il y a de plus en plus de thérapies innovantes. C'est l'âge d'or de la recherche, vraiment, et de la médecine et du développement de médicaments. En même temps, certaines de ces thérapies n'existent aujourd'hui qu'en Chine, et une grande partie des médicaments sont faits aux États-Unis. Donc on est quand même dans une situation qui ressemble à ce qu'a été Covid pour l'Afrique, dans lequel l'accès au vaccin n'était pas là dans un moment de crise. Alors est-ce que c'est le futur auquel on veut se soumettre ? Est-ce que l'Europe va se retrouver dans la même situation que le continent africain dans le moment d'inéquité d'accès aux médicaments ? Alors quelle est la condition ? La condition, elle serait évidemment que l'Europe passe à 3%. C'est-à-dire qu'on parle de ces 3% d'investissement de l'Europe en sciences depuis je ne sais pas combien de temps, mais la réalité, c'est une nécessité plus que jamais. Donc la solution, elle est de passer à 3% tel qu'il avait été discuté, pour que toute la chaîne de valeur, et je rejoins tout à fait ce que vous dites, la recherche fondamentale qui est le socle absolu de toute innovation, mais aussi le développement de start-up, les licences et la fabrication de médicaments se puissent se faire sur le même continent. Donc je voudrais quand même aussi rappeler un moment d'espoir, c'est que tous nos talents qui partaient, en réalité, ne partent plus. Nos prix Nobel qu'on avait exportés, ils sont là maintenant, ils ne partent plus. Donc on a une double opportunité qui est qu'on est en train de retenir les meilleurs. Maintenant, il faut qu'on leur trouve une place et il faut qu'on s'engage activement avec nos gouvernements, avec nos élections pour se rappeler que ça n'est pas quelque chose de négociable. Donc leur trouver une place et leur donner les moyens aussi de travailler. On va revenir sur la question de l'investissement. Étienne Tichit, Novo Nordisk. Alors si cette session, je disais, est réellement au cœur de l'actualité. Elle est également au cœur de, je dirais, l'ensemble de la problématique de l'industrie du médicament aujourd'hui. C'est une remise en question permanente, finalement, avec une question importante, là qui rejoint la question des moyens et de l'investissement notamment, c'est le prix des médicaments. Le prix des médicaments sur fond de pression, on l'a encore vu très récemment, notamment des États-Unis. Le but des États-Unis, c'est de dire il faut que l'Europe vende moins cher ses médocs. Votre avis sur cette question ? Alors, c'est plus cher, je crois. Il faut que l'Europe vende plus cher. Plus cher, pardon. Oui. Pardon. Donc déjà, peut-être, puisque vous parliez de chaînes intégrées, c'est quelque chose qui est important parce que dans le modèle Novo Nordisk, déjà, peut-être très rapidement, on est détenu par une fondation danoise et on a cherché, et on cherche toujours, à garder la chaîne de valeur intégrée. Et donc, la recherche, la production, la commercialisation, on essaye de tenir tout ça dans une chaîne de valeur intégrée. Et donc ça, c'est vraiment important, parce que quand on dit après qu'on a des vulnérabilités sur une chaîne de production, aujourd'hui, on sait qu'on peut maîtriser aussi la chaîne de production pour peu que l'industriel ait fait le choix de garder la main sur sa recherche, garder la main sur son industrialisation et garder la main sur sa commercialisation. Donc ce qui veut dire qu'on voit très bien les vulnérabilités. Aujourd'hui, une des grandes vulnérabilités, pour répondre à votre question, c'est qu'on vit exactement la même chose que pour l'OTAN ou que pour la défense.
où soudainement, eh bien, un État américain décide de ne plus subventionner la recherche à hauteur de ce qu'elle faisait, avec une reconnaissance du médicament et de la recherche et de l'effort de recherche à travers le prix. Donc aujourd'hui, si on considère que la santé est notre santé, parce que là on parle de nous, je ne parle pas d'un système de santé, je parle de nous, hein, je pense que notre santé, aujourd'hui, elle est à la merci d'un financement qui n'arrive pas et qui ne va plus arriver. Et donc, quand on parle de financement, bien évidemment, on va parler des prix du médicament. Et quand on parle du prix des médicaments, aujourd'hui, le prix de la France, le prix des médicaments en France, est le prix qui est utilisé par les États-Unis pour faire baisser les prix aux États-Unis. Et donc, c'est un prix de référence. Et ce qui veut dire que si les États-Unis ne financent plus la recherche de nos laboratoires, comme c'était le cas par le passé, à travers un prix plus élevé, eh bien, ça sera à l'Europe de le faire. Et donc, de fait, en Europe, le pays qui aujourd'hui propose les médicaments les moins chers, c'est la France. Et on le voit bien, hein, l'Italie est 15 à 16%, dans le dernier baromètre, 15 à 16% au-dessus de la moyenne européenne, et attire de l'industrie, là où la France voudrait de l'industrie, voudrait de la recherche, et voudrait payer les médicaments 14 à 15% moins cher que la moyenne européenne. Donc c'est une équation perdant-perdant aujourd'hui. Donc je reste optimiste, et optimiste parce qu'à la tête d'un laboratoire qui essaye de garder cette chaîne de valeur, donc croire en la recherche et en croire en l'innovation, financer cette innovation et la faire financer par les États, c'est critique, parce que sinon c'est notre santé qui est en jeu. Et derrière, de garder la main sur l'industrie, mais pas l'industrie du médicament des années 50. Ce qui est important, c'est de garder la main sur de l'industrie qui est créatrice de valeur et des produits que les autres nous envient, des produits qu'on va pouvoir exporter, qu'on va pouvoir vendre au reste de l'Europe. Et si on arrive à avoir la recherche en France parce qu'on a les cerveaux, et il nous manque le financement, si on arrive à avoir les produits, l'accès aux produits et une évaluation rapide des produits, derrière on pourrait, et un prix qui soit compatible, eh bien, on pourrait avoir des traitements rapidement pour les Français. Et si on rajoute la brique production, on pourrait avoir une production qui permettrait aussi d'exporter de façon massive. Bien, merci également. Alors, on voit vraiment l'importance de la santé et la place du médicament dans notre société aujourd'hui. Alix Prader, la santé est clairement un vecteur de croissance hein, pour les sociétés aujourd'hui. Vecteur, je dirais, d'opinion publique également à travers les réseaux sociaux. On le voit à travers différentes contestations sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Avec un moment important à vos yeux, Madame Prader, c'est la période Covid. Le Covid qui a en fait révélé la dimension justement géopolitique du sujet. Oui, tout à fait. Effectivement, tout ce que vous expliquez n'est pas lié au Covid, mais c'est vrai que pendant la période Covid, on s'est rendu compte effectivement de l'enjeu sur la population et à quel point finalement cet enjeu il était de nature aussi à déstabiliser les démocraties compte tenu de l'impact que ça pouvait avoir sur l'opinion publique. On a découvert aussi, nous le savions, nous experts, mais on a découvert que 80% des médicaments avaient tout ou partie de leur chaîne qui était produite ailleurs, là où 20 ans avant, c'était à peu près 20 ou 30%. Hein, donc ça, en une génération, on a créé cette fragilité et c'est cette réalité géopolitique que la crise a révélée. Et donc il y a une envie, un besoin légitime de souveraineté dans le domaine de la santé à travers tout ce qui a été évoqué. Sauf que la souveraineté, c'est pas une île déserte sur laquelle on va se réfugier. C'est une construction extrêmement complexe qui combine les enjeux de production, de recherche, de production, de relocalisation, de stock aussi, de stock stratégique. C'est coûteux de mettre en place des stocks stratégiques en cas de crise. Et je pense qu'on a beaucoup progressé dans l'identification de ce qu'il fallait faire. Mais après, il faut le financer. Hein. Et donc toute la question, c'est est-ce qu'on est prêt à le financer? Est-ce qu'on a les moyens de le financer? Et là, je dirais que dans le domaine de la santé n'a pas beaucoup de spécificités industrielles. Il y a beaucoup de choses qui sont pareilles dans la défense. Voilà. Ce qui est très spécifique, c'est son modèle de financement. Modèle de financement par la protection sociale, par le public et le privé. Dans tous les pays, il y a du public, il y a du privé, le curseur peut être différent. Et finalement, on se rend compte que le paradoxe et le cercle vicieux dans lequel on est, c'est que si on veut avoir des produits qu'on maîtrise et qui sont
produit localement, ça a un coût, ça a un surcoût, du fait notamment de notre modèle de protection sociale, pas exclusivement, mais en partie, et que du coup, on a des prix plus chers que la protection sociale doit financer, ça l'alourdit, et la compétitivité n'en est pas... Voilà. Donc c'est finalement, par rapport à tout ce qui a été dit dans ces 2 jours à Aix, c'est un argument de plus pour dire qu'il faut qu'on ait un modèle de protection sociale qui soit sans doute revu dans ses curseurs. Et je donnerai 2 exemples pour dire que ça n'est pas que l'affaire du médicament qui représente un peu plus de 13% des dépenses de santé. Si on prend les personnes de plus de 60 ans, 22% de la population, 57% des dépenses. Donc là, on comprend que les curseurs de prise en charge doivent sans doute bouger pour se donner des moyens d'investir. L'hôpital, 47% des dépenses. L'hôpital, c'est une répartition des ressources qui n'est pas satisfaisante et des activités. On a besoin d'un hôpital fort. La population souhaite un hôpital fort, un hôpital qualitatif, mais du coup, il doit être moins disséminé et moins coûteux. Voilà. Et ça, c'est des évolutions qui sont évidemment lourdes à porter, mais il faut avoir le courage de les porter pour dégager des moyens d'investissement, parce qu'on sait aujourd'hui, on l'a beaucoup dit aussi pendant ces 2 jours, qu'on ne peut pas dépenser plus. On doit réallouer. On doit faire être mobile sur ces dépenses. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir le courage et la capacité de faire bouger ces curseurs. J'emploie volontairement le mot de curseur et pas de réforme, qui fait beaucoup plus peur. Courage politique aussi. Courage politique, mais je dirais séquencement intelligent des évolutions. On va avoir du mal à faire bouger le curseur des prises en charge des personnes âgées, des ALD, des affections de longue durée, si on n'adresse pas le sujet de la répartition des soins des déserts médicaux. Alors, vous êtes toutes et tous des acteurs de terrain, mais le terrain, Claire Magone, vous le connaissez particulièrement, donc en tant que directrice générale de Médecins sans frontières. Donc, on a vu les aspects chez nous, le système de protection sociale, nos besoins en médicaments. Alors, comment lutter contre les grands risques de santé dans les situations de crise? Ça, c'est une question importante dont vous connaissez tous les ressorts. La mobilisation face aux crises sanitaires mondiales, est-ce que cette mobilisation peut réduire finalement les inégalités d'accès aux soins? Bonjour à toutes et tous. Oui, je vais dézoomer un peu, faire un zoom out, comme disent les anglo-saxons, pour prêcher, si j'ose dire, pour ma paroisse, qui est très large, puisque la paroisse d'MSF, c'est des millions de patients disséminés dans 70 pays du monde, et que, effectivement, les questions qui se posent à nous, elles se posent avant tout en termes de réduction des inégalités. Donc, d'abord, un tout petit point, puisque l'enjeu aussi de la table ronde, c'est la question de la santé et du médicament comme enjeu géopolitique nouveau. C'est tout sauf nouveau. Le fait qu'on ait découvert que la politique faisait partie de la santé au moment du Covid, c'est parce que sans doute on ignorait que partout ailleurs, la question se pose en ces termes. De l'expérience de Médecins sans frontières, le fait même d'alerter sur une crise sanitaire, que ce soit alerter sur un gouvernement qui va prendre le risque d'alerter sur une épidémie de rougeole au Nigeria, révélant du même coup les défaillances sur la couverture vaccinale antérieure, c'est la même tension qui pousse des autorités françaises à on va dire, un peu balbutier au démarrage d'une épidémie de Covid, puisque ça met aussi au jour des enjeux ou des défaillances en termes de prévention et de préparation. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un universalisme dont il faut tenir compte. Plus largement, les crises sanitaires dont Médecins sans frontières, on est finalement aux premières loges, à la fois acteurs et témoins, qu'elles soient de nature à affecter la sécurité sanitaire des États. Typiquement, on pourra y revenir, l'épidémie de sida, qui est vraiment le cas d'école des grandes mobilisations sur les crises sanitaires, ou l'épidémie d'Ebola, telle que celle à laquelle nos équipes sont en train de faire face aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc que ce soit sur ces crises sanitaires à dimension sécurité internationale ou des crises sanitaires silencieuses, et là je pense qu'on aura l'occasion de parler de cette crise silencieuse que représente l'explosion des maladies chroniques, dont le diabète, notamment dans les pays du Sud. Ces crises, en fait, elles ont en commun de révéler de grandes inégalités d'accès à la santé
entre ceux qui vont pouvoir bénéficier des efforts de recherche, des efforts de l'accès à l'innovation, plus généralement de l'accès au traitement, et ceux qui vont être laissés de côté. Et elles offrent aussi, et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant aussi à discuter, ces crises, elles offrent aussi un espace de mobilisation, et on l'a vu dans l'histoire de Médecins sans frontières, mais on le voit encore aujourd'hui, qu'elles peuvent aussi devenir des accélérateurs, des transformateurs d'accès aux soins, et finalement faire des bons. Et pour ça, je voudrais juste lister quelques enjeux sur lesquels j'imagine qu'on aura l'occasion de revenir, parce que dans les tensions entre chercheurs, entre industriels, entre mouvements de société civile, entre patients et des organisations porte-voix telles que Médecins sans frontières et les États, il y a plusieurs enjeux qui sont à discuter. Un des premiers, c'est évidemment la question du prix du médicament, qui pose la question de l'accessibilité. Rappelons qu'il n'y a pas si longtemps, les médicaments, dans les années 2000, un traitement antirétroviral en Afrique coûtait 10 000 €. Donc quand on parle du juste prix du médicament, c'est évidemment un espace dialectique et ça se discute. Et ça pose la question, quand on parle du juste prix du médicament, des questions de transparence sur l'établissement du prix de médicaments et les questions aussi de la rémunération juste d'une innovation qui pose en cascade la question de qu'est-ce qu'une innovation. Parce que si les antirétroviraux sont bien une innovation et que le sofosbuvir, par exemple, le médicament contre l'hépatite C, qui était au démarrage de sa mise à disposition vendu à 80 000 $, relève bien d'une innovation initiale. L'extension des brevets derrière ce médicament-là, ce qu'on appelle l'evergreening, relève d'une problématique qui est complètement discutable. Je finis juste très rapidement sur deux autres enjeux. Je parle de la question donc, de l'accessibilité, le prix. Il y a aussi des questions de production. Et on parle donc de crises sanitaires internationales qui sont mobilisatrices. Médecins sans frontières, on est malheureusement aussi face à des patients qui souffrent de crises bien réelles mais qui ne mobilisent personne. Où là, l'enjeu, il est des patients qui sont privés d'accès à des médicaments parce qu'en fait, ça n'intéresse pas les pays riches. Donc, un exemple très concret, c'est la question de la méningite ou de la maladie du sommeil, où nos patients, pendant des années, sont morts de faute d'avoir accès tout simplement à des médicaments tout court ou efficaces. La tuberculose, où quand même, pendant 50 ans, on n'a eu aucune innovation médicale sous prétexte que c'était une maladie reléguée. On s'aperçoit qu'en plus, on n'avait pas vraiment la bonne vision là-dessus. Et enfin, ça pose la question, des questions donc de recherche. Et là, je reviens juste sur Ebola, on pourra y revenir aussi. On y reviendra après, ça, Ebola. Très bien. Oui, parce qu'il faut revenir spécifiquement sur les. On reviendra sur Ebola, donc je ne vais pas y précis. toucher. Voilà. Alors, et donc, c'est juste pour finir, ça pose des questions, puisque de quelle responsabilité partager, quel espace de coopération commun. Alors, justement, dans le prolongement de cette réflexion, Yasmine Belkaïd, le risque pandémique, risque systémique, est-ce qu'on est à l'abri aujourd'hui réellement d'une nouvelle pandémie mondiale ? Parce qu'on voit, nous-mêmes, il y a des personnes qui voyagent dans des avions, qui arrivent à Paris ou en France, et qui posent problème. Pardon du terme, mais enfin bon, voilà. Je vais raisonner, bien entendu, avec les mots qui ont été dits avant. D'abord, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle pandémie, mais il y a des épidémies tout le temps. Que ce soit le choléra, que ce soit l'Ebola, que ce soit Mpox. Le monde est en constante esprit il faut quand même se rappeler de ça. Il faut se rappeler aussi qu'on est avant tout un animal dans un écosystème en chaos, et que nous sommes vulnérables, puisque nous sommes des animaux, et qu'il y a des virus qui évoluent, il y a des déforestations, il y a des pressions sur l'environnement, des déplacements de population, il y a des crises sanitaires avec justement des gens qui sont déplacés et qui vivent dans des camps dans lesquels le choléra réémerge. Donc la réalité, le monde, nous sommes constamment dans des situations de crise, d'émergence, de réémergence de maladies que l'on croyait avoir contrôlées, telles que la rougeole par exemple. Et puis, sur le point que vous parlez, bien entendu, nous ne sommes absolument pas à l'abri d'une pandémie. Pourquoi ? Parce que les pathogènes évoluent, parce que il y a des éléments de vulnérabilité. Et je pense que la crise Covid nous a appris effectivement que nous pouvons devenir très vulnérables à un nouveau virus qui émerge et pour lequel nous n'avons pas de défense. Oui, alors on voit quand même qu'on est confronté, nous sommes au XXIe siècle, mais effectivement ça continue, il faut continuer à être prudent et la recherche doit avancer. Alors Étienne Tichy, justement, si on resserre un petit peu le focus chez nous, au-delà des chocs structurels qu'on vient d'évoquer, quels sont les leviers finalement pour
permettre à la France de conserver une industrie de santé de pointe au bénéfice justement de cette recherche des patients et puis bien sûr du tissu industriel, parce qu'on ne peut rien faire sans les industries du médicament aujourd'hui. Ouais, alors, mon propos va être surtout sur le thème de l'innovation. Parce que quand on fait face à des nouvelles crises, on est face à de nouveaux pathogènes. Donc il va falloir innover. Quand on parle de d'ici 2050, 50% de la population mondiale vivra avec une maladie chronique, il va nous falloir des solutions pour tous les jours. Alors des solutions, certes, on peut se dire, on peut travailler sur la prévention, ça c'est un volet, mais de l'autre côté, quand il faut des traitements, il faut aller vers l'innovation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à shifter dans notre tête. C'est qu'en fait, nous sommes une industrie pas seulement stratégique, mais une industrie d'innovation. Et que c'est par l'innovation, en fait, qu'on a la possibilité de pouvoir porter, alors, certes, la recherche, mais pourquoi on peut y croire? C'est parce qu'on a d'excellents chercheurs en France, et c'est dommage quand ils partent. Vous nous avez dit tout à l'heure que certains restent, et tant mieux. Donc maintenant, il faut trouver des bonnes raisons de rester pour faire de la recherche fondamentale, mais aussi faire de la recherche clinique. Je vais vous prendre un exemple sur la recherche clinique. L'Espagne, en quelques années, a été capable de devenir numéro 4 mondial sur la recherche clinique. L'Espagne, ce n'est pas l'autre bout du monde. On est en Europe, pays latin. Donc, reproduisons ce que fait l'Espagne et remettons vraiment la recherche clinique au centre. Et ça veut dire que déjà, philosophiquement, il faut qu'on croie à l'innovation. La santé, ce n'est pas de la santé de guerre, ce n'est pas les cantines qu'on livre en période de guerre où on a besoin des traitements juste de base et puis ça va passer parce que pendant l'épisode de guerre, on a besoin de ça. Ce dont on a besoin, c'est d'un plus en santé. On a besoin de prévenir les récidives, on a besoin de prévenir les maladies associées. Donc la recherche est fondamentale. Donc il faut déjà, renforcer la recherche. Donc pour ça, on a les chercheurs. Maintenant, la question, c'est le financement. Donc comment on la finance? Comment on crée les conditions pour que les chercheurs aient de bonnes raisons de rester ici? Juste sur la recherche clinique, aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique finance à hauteur de 6 milliards d'euros en France. En France. Vous imaginez, tout ça, c'est l'investissement dans nos hôpitaux, dans nos chercheurs, pour que, on puisse découvrir des innovations et les utiliser à des fins cliniques et démontrer leur valeur en vraie vie. La deuxième chose, sur la partie industrielle, je pense que sur l'industriel, il est encore temps de prendre le virage. Nous, notre entreprise et notre usine à Chartres, on l'a construite en 1960, on n'a pas cessé d'investir. Maintenant, la question, c'est qu'il faut investir sur les molécules innovantes, sur les produits innovants. Donc, il faut faire le choix de l'innovation parce que ce sont des produits qui sont attractifs, désirables et que d'autres pays vont nous acheter. Et quand je parle d'innovation, c'est d'innovation thérapeutique, d'innovation environnementale. Donc, il faut réussir aussi à réconcilier l'innovation. Et puis, la fin, c'est l'accès. Aujourd'hui, il n'est pas normal qu'il faille pas loin de 600 jours avant d'avoir accès à une thérapeutique en France. Il n'est pas normal qu'il y ait 10 produits, 10 médicaments qui sont approuvés par l'Europe et 4 qui n'arrivent pas en France. Donc vous voyez, on a quand même de nouveaux équilibres à trouver. Oui. Et on a des exemples en Espagne, en Italie, qui démontrent qu'il est possible de réconcilier tout ça. Ça s'appelle la compétitivité, finalement, de notre industrie, quelque part. Rapidement, Madame Belkaïd, vous souhaitiez réagir rapidement. Non, en fait, je voulais juste quand même pas terminer sur une note catastrophiste, parce que voilà, je ne veux pas être Cassandre dans l'histoire. Je voulais quand même rappeler que oui, il y aura d'autres pandémies, il y a des maladies infectieuses, mais qu'on n'a jamais été aussi rapide collectivement pour trouver des solutions. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que le monde est préparé au niveau des technologies et de l'accélération des technologies pour y répondre. Et qu'on a tout en place pour y répondre très rapidement. On a pu le montrer au travers de Covid. La puissance collective, à un moment où le monde était beaucoup plus aligné, oui, nous a montré notre puissance collective. Donc je voulais quand même rappeler qu'il y aura des pandémies, mais la réalité, c'est qu'on est plus que jamais capable de développer de nouvelles thérapies. Bon, c'est rassurant, c'est un message positif. Vous avez raison d'insister. Alors, Alix Prader, justement, quelle est la place de l'assurance dans tout ça? Parce qu'on vient de parler de gros sous, et y a tout ce qui va avec. La place de l'assurance, je rappelle, April, donc l'un des premiers courtiers en assurance en France. Alors, la place de l'assurance, je dirais que dans la chaîne, elle est bien après. Le monde de l'assurance a vocation à gérer des risques. Donc, c'est à prévenir, et puis à prévenir les risques, donc à avoir des actions pour éviter que le risque ne survienne. Et puis, s'il survient, de gérer les flux, en particulier les flux de pic. Donc, l'assurance, je dirais, elle peut intervenir dans deux domaines. C'est l'assurance de responsabilité, c'est aider
les États notamment à anticiper le coût des crises. Donc c'est ce qu'on voit dans les catastrophes naturelles. Il y a un régime spécial. Les assureurs ont été appelés à travailler dans ce domaine. Ça pourrait être le cas sur les crises sanitaires avec plusieurs vertus. Une vertu de donner un prix, d'évaluer le coût. Et puis, en contrepartie, il y a des primes. Et une partie de ces primes peut être organisée pour travailler à la prévention, travailler à tout ce qui est nécessaire de constituer en amont pour qu'en cas de sinistre, ce soit moins coûteux. Voilà. Et puis la deuxième vertu, c'est la vertu incitative, puisqu'on peut aussi avoir des conditions meilleures quand on est préparé. Donc ça, c'est sur la partie responsabilité. Et puis après, il y a bien sûr la partie assurance santé, où là, également, en cas de... donc le monde de l'assurance santé, aujourd'hui, il est un peu malmené, parce que l'articulation entre le régime obligatoire, qui est dominant, 75% est financé par le régime obligatoire, 12-13% par les complémentaires santé. Et en fait, aujourd'hui, on pourrait considérer les acteurs de l'assurance santé comme des partenaires de gestion du régime. Donc, notamment, dans toutes ces questions, on a besoin d'être vraiment radicaux sur la prévention. Les assureurs pourraient être des acteurs collaboratifs de la prévention. Je termine juste sur ce point. Et être appelés à agir en cas de crise. Voilà. Donc c'est une logique beaucoup plus partenariale. Alors ça, c'est notre, je dirais, pardon du terme, mais notre luxe, notre petit bonheur d'occidentaux. Mais quand on élargit le prisme au niveau mondial, et peut-être dans la droite ligne de ce que disait Madame Belkaïd, Claire Magone, les exemples qui marchent, on peut en citer quelques-uns quand même dans le monde ? On peut en citer quelques-uns, même si les exemples de mobilisation qui ont transformé l'essai, elles se sont toujours faits au prix de beaucoup de morts. Donc deux exemples rapides. L'exemple quand même du sida. Le sida, je disais que tout à l'heure que c'était un cas d'école, il l'est réellement. Souvenons-nous que dans les années 90, quand les antirétroviraux étaient mis à disposition des pays du Nord, il y avait des millions de morts dans les pays du Sud, avec une conscientisation globale, parce que ça, je pense que c'est aussi un enjeu aujourd'hui auquel tous les acteurs de la mobilisation face aux épidémies doivent tenir compte, et les industriels y compris, qui est que les inégalités, elles sont à portée de télévision. Donc on avait donc des mouvements de société civile qui réclamaient corps et cris des antirétroviraux, et nous, Médecins sans frontières, on les voyait mourir dans nos centres de santé en Afrique du Sud et ailleurs, et donc on les a réclamés avec des mouvements de société civile. Ce qui est intéressant, et ça aussi je pense que c'est quelque chose à garder en tête, c'est qu'à l'époque, dans les barrières, finalement les barrières à la réduction des inégalités, il y avait un élément qui consistait à dire que les Africains, pour eux, ça ne marche pas pareil. À l'époque, c'était un très officiel directeur de l'USAID qui avait dit « Les Africains n'ont pas de montre, ils ne sauront pas prendre des antirétroviraux ». Nous, Médecins sans frontières, évidemment, les antirétroviraux, les patients ont su les prendre très très vite, comme aujourd'hui d'ailleurs, ils savent prendre partie des innovations qu'on leur fournit. Donc il a fallu se battre, et se battre, ça a été se battre contre tout un tas de vents contraires. D'abord contre l'excès de propriété intellectuelle. Je rappelle quand même qu'il y a eu un procès des pharmacies pharmaceutiques contre l'Afrique du Sud, à un moment où l'Afrique du Sud voulait faire jouer les clauses de dérogation de propriété intellectuelle qui permettent d'importer des génériques quand il y a un enjeu de santé publique. Donc il a fallu affronter cette dimension-là, et puis ensuite affronter des dimensions de frein par rapport aux États. Mais finalement, les antirétroviraux, quand on a commencé à pouvoir les mettre en disposition massivement, ça a joué un rôle absolument majeur dans la réduction de l'épidémie de la pandémie de sida. Ebola, c'est vraiment Ebola 2014, la plus grosse épidémie jamais connue depuis la découverte du virus 50 ans avant, où on s'aperçoit qu'on est en panne totale. Nous n'avons aucun outil thérapeutique à disposition. Nous, MSF, à ce moment-là, on est Libéria, Guinée, Sierra Leone, 90%, jusqu'à 90% de létalité. Donc les gens meurent. C'est une maladie qui est très létale et qui est terrifiante par les symptômes qu'elle provoque. Et en fait, relativement rapidement, quand même, on a pu, quelques années après, en 2018, lors d'une deuxième épidémie d'Ebola, bénéficier effectivement de fruits de la recherche accélérée
accélérée sur des vaccins et des antirétroviraux. Malheureusement, et pour finir là-dessus, parce qu'effectivement, nous sommes des animaux et, les virus ne sont pas une science exacte. L'épidémie à laquelle on est en train de faire face aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est pas la même souche. Donc, il y a à nouveau un enjeu de accélération des efforts de recherche sur lesquels nous-mêmes on est engagés avec, pour le coup aussi, académiciens et chercheurs. Et en ce moment même, on est en train de commencer des essais afin de pouvoir tester des cocktails antiviraux et de monoclonaux et une stratégie de vaccination en espérant en temps réel documenter les progrès et le mettre à disposition extrêmement vite. Et là-dessus, où je pense qu'on trouvera Médecins sans frontières si ça ne se passe pas bien, c'est que il va falloir, mais je pense que l'essai est construit comme ça, que les données qu'on va produire à partir des patients eux-mêmes leur bénéficient d'abord, parce que quand même dans l'histoire de la recherche, Oui. et Ebola en premier, le peu de recherche qui avait été faite sur Ebola jusqu'en 2014 était confisqué littéralement par l'armée états-unienne pour faire un raccourci. On va revenir en Europe. Yasmine Belkaïd, quelles seraient à vos yeux les conditions pour vraiment regagner notre souveraineté sanitaire ? Je poserai peut-être après la question aussi aux autres personnes. Ouais. Déjà, je vais peut-être parler d'une protection sanitaire contre les pandémies. Parlez bien en face du micro. Ouais, j'ai parlé justement de ça. En fait, les conditions, elles sont d'abord d'avoir une surveillance constante et d'être dans la préparation. Je veux dire, la réalité, c'est qu'on ne peut pas tout d'un coup développer un vaccin contre Ebola s'il n'y a pas de recherche active. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Une grande partie des données et de la recherche et du financement sur des grandes parties des maladies infectieuses est aux États-Unis. Donc, pour être préparé, il faut que ça sorte des laboratoires et notamment de l'armée américaine sur ce qui est en P4 pour que l'Europe ait aussi une recherche active et proactive. Donc, c'est ce qu'on fait nous à l'Institut Pasteur. On a des connaissances sur 160 pathogènes. Je vais vous donner le cas de l'antavirus, qui se trouve n'était pas du tout quelque chose de grave, mais lorsque le virus est arrivé en France, nous, on avait déjà de la recherche dessus. Il y avait déjà des anticorps monoclonaux qui avaient été faits à Pasteur, et très vite, on peut se déployer si on en a besoin. Donc d'abord, la protection, ça va être aussi de maintenir, de rapatrier en fait des connaissances et de la recherche, et de collectivement en Europe de se partager ces connaissances pour que l'on puisse être toujours capable d'affronter de nouveaux microbes émergents. Je pense qu'il est extrêmement dangereux aujourd'hui, si on regarde en fait les connaissances et si on regarde notamment les connaissances sur les pathogènes les plus agressifs, la recherche se passe exclusivement aux États-Unis. Donc le monde de demain, ce sera un monde, et j'y crois, dans lequel l'Institut Pasteur et d'autres organismes de recherche seront en fait totalement en collaboration pour être capables de maintenir cet écosystème de connaissances et de recherche et d'être dans la préparation continue. Alors justement, Étienne Tichy, comment la prise en charge des maladies chroniques peut influer de manière positive sur la soutenabilité du système finalement ? Là, vous êtes au cœur du réacteur nucléaire. Tout à l'heure, vous avez parlé de gros sous, je crois, j'ai cru entendre, un dérapage. Je confirme. Alors, justement, parlons de gros sous. Aujourd'hui, et on a fait l'étude avec le cabinet Asterès pour l'Alliance franco-danoise de santé, sur 7 pathologies chroniques. En France, aujourd'hui, ces 7 pathologies coûtent à l'assurance maladie 52 milliards. 52 milliards. Si je prends une pathologie que je connais mieux, sur l'obésité, ça coûte aujourd'hui à l'assurance maladie 12 milliards 7. Ça coûte à l'employeur, à la société, au non-accès à l'emploi, ça coûte à peu près 9 milliards tous les ans. Donc il n'y a pas besoin de faire la somme de tout ça pour se dire qu'en fait, l'inaction, aujourd'hui, nous coûte bien plus que l'action. Donc, et quand je vous dis ça, on est à des années-lumière, parce que tout à l'heure vous évoquiez le médicament qui représente 14% du budget total de la santé. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que c'est le cas en Europe. En France, on est à 8,5%. 8,5% du budget de la sécurité sociale, c'est le médicament. Et ce chiffre est toujours en baisse parce qu'à chaque fois qu'il faut raboter le budget de la sécurité sociale, c'est le médicament qui trinque. Et le premier médicament qui trinque, c'est le médicament innovant. Donc c'est celui qui vous donne le plus de chances de vous sortir de vos 52 milliards, si je pense à ces 7 pathologies chroniques. C'est celui qui vous aide le plus à vous en sortir.
et c'est celui sur lequel vous allez créer de la perte de chance. Créer de la perte de chance parce que perte d'accès ou pas d'accès. Vous allez créer de la perte de chance parce qu'il n'y a aucune incentive pour l'industriel d'investir sur le territoire. Et d'autres territoires vont finalement saisir l'opportunité. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a l'exemple, j'évoquais tout à l'heure l'exemple de la recherche clinique avec l'Espagne. On a un très bon exemple avec l'Italie sur l'industrie, donc la production industrielle. Maintenant, et on a l'exemple de pays scandinaves qui sont pro-innovation parce que c'est le seul moyen de s'en sortir pour réduire la grosse facture et les gros sous que sont les 52 milliards sur ces 7 pathologies-là. Donc l'opportunité, elle est de bouger et de bouger pour l'innovation. Et de financer l'innovation à travers le prix du médicament. Justement, alors là, vous me tendez une perche, c'est extraordinaire. Alix Prader, il est beaucoup question d'IA, d'intelligence artificielle, le numérique, etc. Est-ce que ça peut peser dans la balance ? Vous regardez ça de très près, parce que je disais, vous êtes une passionnée de santé et de tech. Donc quel est le poids finalement et toutes les possibilités offertes par l'intelligence artificielle et le numérique aujourd'hui dans les problématiques que nous venons d'évoquer ? Alors, évidemment, l'intelligence artificielle, le numérique va soutenir tout cet effort, mais il faut le financer, parce que ça coûte cher. Alors, il faut le financer, mais surtout, en fait, le numérique, une fois que vous le posez là, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il faut l'intégrer dans les parcours, dans les usages. Il y a un énorme effort d'adoption, il y a un énorme effort pour aller jusqu'au résultat. Et en fait, c'est vrai que dans notre système, on est très fort pour analyser, on a vraiment du mal pour exécuter et pour aller jusqu'à la mise en œuvre. D'autant plus que sur l'IA, on se rend compte qu'on a aussi des problèmes de souveraineté qui ne sont pas liés à la santé, voilà, là aussi, ça a été très commenté pendant ces 2 jours, et donc on ne fait pas exception. Et donc finalement, si on regarde dans ce domaine, on a envie de se dire, mais où sont les commandes ? Voilà. Et je voudrais donner cet exemple. La commande publique ou la commande privée ? La commande publique. La commande publique. Je vais prendre un exemple qui est ancien. Il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous. Mais je vais prendre un exemple qui est ancien, qui était les premiers programmes de case management, de HMO que vous avez cité, qui étaient les programmes SOFIA. C'était dans les années 2009-2010. Grosse mobilisation de l'assurance maladie pour mettre ça en place avec des gros. Bon. Et il y a beaucoup d'acteurs privés français qui étaient prêts à entrer dans ce mouvement de gestion du risque et d'utilisation de la technologie pour améliorer l'observance, pour améliorer les parcours de santé, etc. Appel d'offres de l'assurance maladie, critères, aucun acteur français ne pouvait répondre. C'est que des acteurs américains qui pouvaient répondre aux critères parce qu'il fallait une antériorité, là où la filière française était prête à faire l'investissement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a eu un premier appel d'offres, ils ont pris le numéro 2 américain. Ça n'a pas trop marché, ils ont fait un deuxième appel d'offres, numéro 1. À la fin, ça n'a pas marché parce que les Américains, ils avaient un modèle différent de données. Voilà, ça n'était pas adapté. Il y a eu un énorme effort de localisation qui a été assez inefficace. Et pendant ce temps-là, on n'a pas créé la filière française. Donc, sur ces sujets... On le retrouve un peu dans tous les secteurs, d'ailleurs. On le retrouve un peu dans tous les secteurs. Et donc, sur ces sujets, sur l'IA, on parle de Mistral, où sont les commandes ? Quand est-ce qu'on au VH, quand est-ce qu'on passe des commandes aux acteurs français pour qu'ils créent les outils dont on a besoin et pour qu'on maîtrise cette filière. Parce que si on attend que les outils soient là et qu'on utilise déjà des outils tout faits, on va encore passer à côté du train. Alors Yasmine Belkaïd, justement, que propose l'Institut Pasteur ? Quelle est sa place dans ce recouvrement de la souveraineté, de notre souveraineté en la matière ? Est-ce que vous avez des propositions ? Est-ce que vous êtes force de proposition ? Vous avez des idées, évidemment, ça fourmille. L'Institut Pasteur, en fait, a un modèle très particulier, en fait, qui a toujours été basé sur un système d'intégration de la recherche avec la santé publique. Donc déjà, dans sa conception même, l'Institut Pasteur est fait pour comprendre la recherche fondamentale et penser immédiatement à la santé publique. Donc à l'Institut Pasteur, on va avoir des gens qui font de la recherche du plus haut niveau sur des mécanismes de pathogénésis, mais qui vont sur le terrain pour aller se déployer dans des cases de crise ou faire de l'épidémiologie. Donc déjà, une des solutions, c'est de maintenir ces écosystèmes de recherche intégrés. L'Institut Pasteur est en connexion avec 33 pays dans le monde pour justement travailler sur ça. L'autre est bien entendu d'être fort ensemble. L'Institut Pasteur se regroupe avec d'autres organismes européens mais aussi internationaux pour que nous créions des domaines d'excellence, par exemple sur les maladies transmises par les insectes. Donc notre réponse, c'est de se regrouper,
de regrouper de façon internationale avec des pays à haut niveau et à bas niveau économique et qu'on soit des networks qui travaillons constamment ensemble, qui formons les gens et qui s'engageons collectivement pour résoudre des problèmes. Vous êtes d'accord avec ça? Vous travaillez main dans la main, Claire Magone? Avec l'Institut Pasteur? Oui, Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je voudrais juste, mon Dieu, terminer, dire juste un petit mot à nouveau sur ces questions d'innovation et sur ces questions de santé globale. Je disais tout à l'heure qu'on fait face à une explosion de maladies qui finalement, où la distinction entre le nord et le sud ne va plus avoir vraiment de sens, et c'est toutes ces maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer. Et donc les questions d'accès à l'innovation, elles doivent se penser de façon globale. Et encore une fois, là, je plaide pour la cause de nos patients, sur une conviction étayée par l'expérience, qui est que, en fait, les gens ont soif d'innovation et savent tout à fait s'en saisir. Je prends l'exemple du diabète, puisque je profite aussi de la présence du directeur de Novo Nordisk, pour dire que Novo Nordisk, donc, détient avec deux autres entreprises finalement c'est un oligopole sur l'insuline et sur des outils extrêmement précieux. Le stylo à insuline, c'est majeur en fait comme révolution et comme innovation. Nos patients au Bangladesh, des Rohingyas dans des camps de réfugiés, en fait, on les traite pour le diabète. Quand même, la différence, l'espérance de vie de quelqu'un qui a le diabète de type 1 dans les pays où on intervient, c'est 13 ans. C'est 13 ans. Donc vous imaginez que pour eux, c'est vraiment un game changer. Et donc les stylos à insuline qui permettent une auto-injection contrôlée et non plus de dépendre des seringues et des flacons, ils s'en saisissent. Je sais qu'il y a un enjeu de chaîne de froid, mais on a réussi à mettre au point, enfin ils ont mis au point des systèmes de pots en argile dans lesquels ils arrivent à maintenir à température ambiante. Et quand du coup il y a, ce que tout à fait respectable par ailleurs, des choix industriels qui se font et qui finalement déportent des productions qui sont jugées moins rentables ou moins utiles, ce sont des... C'est même pas des perturbations, ce sont des cataclysmes pour des tas de patients. Et donc, il va falloir continuer à réfléchir en termes de responsabilité partagée. Et vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas dépenser plus. Ben si, il va falloir qu'on dépense plus de la part des industriels. Ça, on a bien compris. Mais pas on a bien compris. Pas que. Il y a aussi des financements innovants. Juste pour finir, le SIDA a apporté dans ses transformations aussi des mobilisations financières majeures. Le PEPFAR, ça n'existe plus à cause de Trump, mais le PEPFAR, Clinton, etc. Aujourd'hui, je pense que ces questions d'aller chercher l'argent avec des mécanismes innovants doit aussi faire partie de l'enjeu. Et nous, MSF, on milite par exemple pour une taxe soda. Il suffit d'1 centime sur les produits ultra sucrés pour à la fois financer la malnutrition infantile dans le monde et la malnutrition tout court dans le monde aussi. Super, on a bien entendu. Alors j'ai une toute dernière question avant la conclusion de Philippe Trainard. Je m'adresse à Étienne Tichit. Quelle priorité vous identifiez pour le prochain président de la République, si vous aviez un conseil à lui donner en tant qu'entrepreneur? Je vois qu'il reste 2 minutes. Donc long programme. La version courte, déjà, c'est achetons européen. Reconnaissons l'innovation européenne, achetons européen, faisons de l'Europe, et faisons de la France, pardon, un champion européen de la santé. Je pense que déjà, si on arrive à rétablir ça, d'un seul coup, on va réussir en fait à stimuler la recherche, qu'elle soit fondamentale, recherche clinique, la production industrielle, le prix du médicament qui sera relevé parce qu'il sera au bon niveau, de façon à ce que l'Europe, qui est de 450 millions d'habitants, soit un territoire qui, comme on le dit souvent, très souvent dans ces tables rondes, soit souverain. Et donc pour rétablir en fait l'équilibre mondial, il faut quelque part que l'innovation soit reconnue, qu'on achète européen. Et comme notre acheteur et l'État, et sont les États, bien c'est à eux de considérer aussi où est-ce qu'ils mettent les priorités. Passionnant, on voit qu'il y a encore un travail gigantesque à faire. On a quand même avancé nettement. On peut espérer. Et conclusion positive, Philippe Trainard, sur ce qu'on a entendu. 1 minute. Quelques conclusions juste de ce que j'ai entendu. Je vois qu'il y a un constat qui est assez général. D'abord, les épidémies, nous en avons eu dans tous les temps. Mais les pandémies, ça se renouvelle, voire même peut-être ça s'accélère. Premier point, donc un vrai défi. Deuxième point, sur la France, on a quand même un paradoxe, des coûts élevés et des prix bas, ce qui est véritablement un terme, pose de façon assez dramatique la question de la situation française. Pour autant, je comprends bien
qu'il ne faut pas être totalement pessimiste, que je pouvais même être moi-même dans mes propos pessimistes. Nos Nobel ne partent pas ou ne partent plus. Et deuxièmement, nous avons un effort d'innovation, de thérapie innovante de plus en plus rapide et de plus en plus innovante, ce qui laisse beaucoup d'espoir et aussi, naturellement, si on est déconnecté de ce monde-là, un désespoir beaucoup plus grand. Alors, par rapport à cela, les solutions, eh bien, on les voit bien venir. Tout d'abord, vous avez dit, les innovations, c'est clé. Je comprends que l'innovation est vraiment clé et que la première étape clé de l'innovation dans laquelle il faut investir, et là, pour le coup, les pouvoirs publics sont en première position, puis vient l'industrie, c'est la recherche fondamentale. La recherche fondamentale académique, c'est parce que c'est elle qui nous prépare, n'est-ce pas, pour les futurs défis. Ensuite, naturellement, il vaut mieux intégrer à la fois la chaîne de production, mais intégrer l'Europe. J'ai compris que le marché européen. Et il nous faut aussi peut-être avoir un débat sur la propriété intellectuelle, mais là, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, parce que si les industries, si l'Institut Pasteur n'est pas protégé, naturellement, il n'innovera pas. Voilà les leçons que j'ai retenues, n'est-ce pas, avec aussi l'idée, parfois, de faire des regroupements internationaux. On se retrouve l'année prochaine parce qu'on a encore plein de choses à dire. Merci beaucoup, bravo, vous pouvez applaudir effectivement. Merci à vous toutes et tous. Une autre session arrive et merci à celles et ceux qui étaient derrière leur écran de nous avoir suivis. Excellente soirée qui, bientôt va se terminer, mais il y a encore du travail, encore du pain sur la planche et je vous invite à rester pour la session suivante. Merci de votre attention.